Les femmes des 62 villages à Tchang, ne veulent plus tendre la main. Elles ont décidé de s'unir, de travailler pour être autonomes. Ces femmes veulent développer des activités durables, génératrices de revenus. Pour réussir ce défi, elles créent une mutuelle de développement économique, social et culturel des femmes à Tchang du district autonome d'Abidjan. C'est un reportage de Philomène Draman. Le rêve devient réalité. Les femmes à Tchang veulent s'unir pour mettre en exergue leurs activités agroalimentaires. Elles créent donc une mutuelle de développement économique, social et culturel des femmes à Tchang du district autonome, MUDEFA. Leur principal objectif, le développement d'activités durables génératrices de revenus. Nous voulons faire de telle sorte que les femmes à Tchang soient ensemble afin que leurs activités soient génératrices de revenus pour elles en plein temps. C'est la tiéké. Il y a d'autres dérivés du manioc, mais ce n'est pas connu. Nous voulons les emmener à aller à une échelle un peu plus élevée, voire même industrialiser de façon correcte le manioc afin qu'elles puissent se sentir à l'aise. Ce sont des femmes qui sont tout le temps auprès du feu, elles sont tout le temps malades, elles ne se sentent pas bien, elles vieillissent plus vite que l'âge. Et aujourd'hui, nous qui sommes quand même plus ou moins intellectuels, nous sommes forcés, c'est un devoir que de les aider à sortir de cette précarité. La présidente du comité d'organisation a souhaité la cordiale bienvenue à toute l'Assemblée. Le représentant du ministre Amadou Soumaoro a exhorté les femmes à travailler, car au bout de l'effort, il y a la récompense. Le deuxième adjoint au chef du village d'Abobo Baolé a demandé aux femmes à Tchang de travailler davantage et de ne pas laisser la politique se glisser dans leurs activités. La porte-parole du Rassemblement des Républicains, RDR, Carlton Awa Koulibaly, a livré un témoignage édifiant aux femmes. Les 62 villages à Tchang, vos femmes ont besoin d'être émergentes. Et par la force de cette seule dame, elle peut déplacer des montagnes. J'aurais voulu qu'il y ait encore plus de femmes aujourd'hui. Parce que cette dame que vous voyez là, vous ne savez pas de quoi elle est capable. Mais en bien, moi je la connais, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Quand elle veut rentrer quelque part, rien ne l'empêche. C'est votre mobilisation, c'est votre force qui fera sa force. Ce qu'elle doit faire pour vous, ce n'est pas pour le LDR, c'est pour le développement des femmes ébriées. Les belles femmes ébriées qu'on connaît, les belles femmes ébriées qui portent les pagnes hollandaises à chaque fête. Présentation de l'art culinaire et des tenues vestimentaires en pays à Tchang. Quelques notes de gaieté pour permettre aux femmes de montrer leur talent artistique. Plusieurs dons ont été faits à la MUDEFA, la mutuelle de développement économique, social et culturel des femmes à Tchang du district autonome. MUDEFA a vu le jour le 17 novembre 2011. Il vient de nous rejoindre, professeur Prao Séraphin,
Et avec lui, ouvrons les pages de l'économie, c'est matinale. Avec lui, parlons de la gouvernance mondiale. Bonjour professeur. Bonjour Naomi. Alors, on parle d'économie et vous nous dites aujourd'hui qu'on parle de la gouvernance mondiale. Quel est le rapport de la gouvernance mondiale et l'économie? Comment peut-on justifier le choix de ce thème? Effectivement, c'est un thème économique, la gouvernance mondiale. Et puis je dirais déjà que le thème a été suscité par un de nos téléspectateurs. Comme d'habitude. Comme d'habitude, un étudiant en maîtrise des sciences économiques qui a bien voulu qu'on débatte, n'est-ce pas, qu'on discute des questions un peu mondiales. La gouvernance mondiale, c'est un sujet aujourd'hui en économie internationale, surtout en relations économiques internationales. Comment aujourd'hui harmoniser les politiques, c'est-à-dire coordonner les politiques pour que les citoyens du monde entier puissent tirer profit, n'est-ce pas, de la marge de l'économie. Donc c'est très important, c'est un sujet qui est très actuel et c'est un sujet qui est économique et n'est pas politique. D'accord. Nous avons juste le temps de remercier nos différents téléspectateurs qui nous écrivent à cette adresse matinbonheur1@rti.ci. Vous avez la possibilité de poser des questions. Nous allons essayer d'y répondre. Et puis, vous pouvez faire des suggestions à l'équipe de production de cette matinale. Et avec beaucoup de plaisir, on essaiera de vous satisfaire. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de toutes nos émissions sur www.rti.ci. Docteur Prao, continuons de parler de ce thème, la gouvernance mondiale. Essayons de définir. Oui, effectivement, la gouvernance mondiale, c'est un thème vraiment polysémique qui a plusieurs sens parce qu'il est employé dans plusieurs domaines. Mais déjà, la première idée de la gouvernance est venue déjà d'un article d'un économiste, Ronald Coase, en 1937, lorsqu'il a voulu étudier la nature d'une entreprise. Et dans son entendement, il définissait la gouvernance comme une réduction des transactions dans l'économie. Au niveau d'une entreprise, en cherchant à réduire, nous en avons parlé ici sur le plateau il y a 2 semaines. On a dit que dans l'économie, il y avait ce qu'on appelle le coût des transactions. Alors donc, Coase a cherché à définir la gouvernance en termes de réduction des coûts des transactions dans l'économie et spécifiquement sur une entreprise. Alors aux alentours des années 1990, puisque l'économie est passée de ce qu'on appelle l'internalisation, ça veut dire les échanges entre 2 pays, à des échanges entre plusieurs pays. Et on a remarqué que finalement, c'était comme si on échangeait sur un seul marché. Avec tout ce qu'il y a comme facteur de production, ça veut dire le travail, le capital, les biens et services. On avait l'impression que, effectivement, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez un seul marché. Vous êtes aux États-Unis, vous avez un seul marché avec le développement des TIC. Donc, du coup, l'idée est venue en disant, ah ben tiens, on parlait de coopération internationale avant, puisque chaque pays était souverain, chaque pays était distinct, les marchés étaient distincts, et donc on pouvait coordonner. Or, maintenant, on a l'impression qu'on a affaire à un seul marché au niveau mondial. Donc, il va falloir, bien entendu, qu'il y ait quelqu'un qui gère cette économie mondiale. D'où la définition de la gouvernance mondiale pour dire qui va piloter l'économie mondiale, puisque depuis les années 90, on a l'impression, n'est-ce pas, que nous allons à l'uniformisation de l'économie, on va à un seul marché unique. N'est-ce pas? Et quelles sont les approches que nous pouvons faire de la gouvernance? Au niveau de la gouvernance, comme j'ai dit, il y a un débat. Il y a un débat parce qu'il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. La première école, dite l'école réaliste, cette école dit que fondamentalement, depuis les traités de Westphalie en 1648, c'est en Allemagne. Et donc, il y a eu la guerre des 30 ans et la guerre de 80 ans en Europe. Et à cette date-là, on a mis fin, n'est-ce pas, avec ces traités-là, à la fin, à cette guerre-là. Et donc, les traités de Westphalie disent ceci. Désormais, on reconnaît la souveraineté de chaque État. Et donc, comme on reconnaît la souveraineté de chaque État, il va falloir maintenant coopérer entre les États. Et c'est ce qui a été mis en place, par exemple, à Bretton Woods en 1944, avec la création du FMI, la Banque mondiale et autres. Donc, alors, cette approche réaliste dit, on reconnaît la prééminence, la souveraineté de chaque État, et donc, au niveau international, c'est chaque État qui doit, en tout cas, s'arranger et gouverner. Pas une coordination, pas une gouvernance mondiale. Et la deuxième approche dite transnationaliste, qui est fondamentalement un peu libérale, dit effectivement que l'État doit être petit. C'est-à-dire, de plus en plus, l'État doit laisser la place, n'est-ce pas, au marché, et aux règles et aux procédures pour gérer l'économie tout entière. Voilà. Donc, c'est d'inspiration un peu libérale. C'est l'approche dite transnationaliste. Et on parle aussi d'approche pluraliste. L'approche pluraliste, effectivement, qui est
on va dire, à mi-chemin entre l'approche dite réaliste et l'approche dite transnationaliste. Fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire, l'approche pluraliste? On reconnaît effectivement la prééminence, l'autorité de chaque État, mais en même temps, on trouve qu'il va falloir avoir une autorité qui centralise toutes les actions des divers pays pour que l'économie puisse fonctionner merveilleusement. Donc, c'est en cela, par exemple, qu'on peut situer la création, par exemple, effectivement, du FMI pour harmoniser tout ce qui est du côté de la finance, la création, par exemple, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour harmoniser tout ce qui est du côté du commerce international, l'Organisation des Nations Unies, par exemple, ONU, le Conseil de sécurité, pour harmoniser tout ce qui est question de paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas avoir une économie saine. Donc voilà, fondamentalement, les trois approches qu'on peut avoir, n'est-ce pas, au niveau de la gouvernance mondiale. Et on se demande pourquoi doit-on arriver à une gouvernance mondiale? Voilà, effectivement, c'est là que vous voyez que le sujet il est fondamentalement économique. Voilà, en fait, bien avant 1944, il y a eu ce qu'on appelle les désordres monétaires. On a expliqué ici. Donc, chacun était replié sur lui-même. Et quand c'est comme ça, l'économie mondiale ne peut pas prospérer. Alors, aujourd'hui, on remarque tout à fait le contraire. L'économie est devenue aujourd'hui mondiale. Votre émission est suivie partout, dans le monde entier. N'est-ce pas? Et si vous vendez des marchandises, effectivement, vous avez un site internet, la marchandise est aussi suivie de près par tous les consommateurs du monde entier. Donc le marché est devenu aujourd'hui global. Donc il est difficile aujourd'hui de gérer les interdépendances. Il est vraiment difficile avec la mondialisation. L'État-nation n'a plus sa raison d'être en quelque sorte au niveau économique. Ben oui, parce que les marchés sont plus cloisonnés, les marchés sont déréglementés. Du coup, on s'est dit, il va falloir tout de même gérer cette mondialisation-là. Il va falloir gouverner, entre guillemets, cette mondialisation. D'où, effectivement, l'idée qu'on crée un gouvernement. Et quand on parle de gouvernance mondiale, c'est comme si le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire et il faut chercher peut-être qui va diriger. Est-ce Naomi? Est-ce PRAO? Est-ce les organisations internationales? Est-ce les ONG? Est-ce les sociétés civiles? Voilà la question fondamentale qui se pose aujourd'hui. Mais jusque-là, on n'a pas pu y répondre dans la mesure où, pour un petit pays, on n'est souvent pas d'accord pour la personne qui le dirige. Et dire qu'on va gérer le monde entier, je pense que ça va dépendre de notre force économique. Oui, ça va dépendre de notre force économique. Et en même temps aussi, Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, a dit, effectivement, la question du gouvernement se pose parce qu'il se pose la question de la gestion de ce qu'on appelle le bien public international. Voyez-vous aujourd'hui, par exemple, la sécurité alimentaire. Voyez-vous aujourd'hui les questions environnementales. Quand on parle, par exemple, du protocole de Kyoto, qui a eu lieu en 1997, discuté lui-même à Rio en 1992, les questions environnementales, je vais dire, Naomi, occupent aujourd'hui le devant de la scène. Quand on parle aujourd'hui de la sécurité, tout court, par exemple, voyez-vous, au large de nos eaux, il y a des pirates. S'il y a des pirates, la Côte d'Ivoire ne peut plus commercer avec les autres pays parce que les bateaux ne peuvent pas, par définition, circuler. Exactement. Donc, la question de la sécurité, c'est une question aujourd'hui prégnante. C'est une question aujourd'hui qui occupe le devant de la scène. Et donc, qui va fournir, ça s'appelle un bien public international. Exactement. Qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de pirates. Est-ce les pays africains? Est-ce la Côte d'Ivoire? Est-ce les États-Unis? Est-ce la France? Si c'est la France, eh bien, qui va financer? La France va se dire, si moi je finance, ou bien les États-Unis, si je finance, Naomi va en profiter. Parce que par définition, le bien public en économie, en théorie économique, remplit deux critères. Il y a le critère de non-rivalité. Voyez-vous, Naomi, la lumière que nous avons, les poteaux, les poteaux que nous avons dehors. Là. Les poteaux électriques. Les poteaux électriques. Vous ne pouvez pas m'exclure de l'utilisation des poteaux. Pas du tout. Vous utilisez l'éclairage, moi aussi j'utilise l'éclairage. Donc, il y a le critère de non-rivalité. Il y a le critère aussi de non-excluabilité. C'est-à-dire, je ne peux pas vous exclure de cela. Donc, il se pose la question de son financement. Comme je ne peux pas vous exclure, mais qui va financer? Parce que si vous vous financez vous seul, moi, je peux profiter. Ça s'appelle le resquillage. Ça veut dire, je suis un passager clandestin. Je laisse Naomi financer et moi, j'en profite. Donc, il se pose toujours la question du financement du bien public international. D'où la question de la gouvernance. Pour voir, réunissons-nous, Naomi et moi et tout le monde à la télévision, qui va financer? Voilà la question fondamentale aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive à répondre à cette question? On n'arrive pas. En tout cas, c'est pourquoi nous disons que la gouvernance mondiale est en crise. Parce qu'on a vu par exemple que sur des sujets économiques aujourd'hui, c'est dominé par le G20. Les 20 pays, les 8 pays riches plus quelques pays en voie de développement qu'on appelle le G20. Sur les questions économiques. Sur les questions
par exemple, environnementale, c'est géré par le protocole, par exemple, comme je disais, de Kyoto. Là encore, les États-Unis ont signé, par exemple, un accord et ils se sont retirés. Parce que fondamentalement, les deux grands pollueurs au monde, ce sont les Américains et les Chinois. Donc, ça n'arrange pas les Américains de signer, je veux dire, un accord qui va les contraindre, n'est-ce pas, à ne pas produire, à ne pas polluer. Parce que leur industrie, leur économie est basée sur la pollution. Donc là, on ne s'entend pas sur les minimums d'accords. Surtout, vous voyez au niveau de la finance, par exemple, la crise de 2008, la crise de subprime, c'est le fruit, n'est-ce pas, d'un manque de coordination entre les politiques des diverses nations, par exemple. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, par exemple, les pays en voie de développement, surtout les pays qu'on appelle les BRIC, eux aussi, ils sont en puissance. Je vais parler du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Et ces pays-là aussi se réunissent à part. Les G20 se réunissent à part, les pays riches à part. Donc, vous voyez, c'est différentes chapelles qui prêchent. Alors que nous voulons avoir un seul gouvernement unique. Donc là encore, cela fait que on parle de crise de la gouvernance mondiale aujourd'hui. Et comme la gouvernance mondiale est en crise face aux épreuves de la réalité, comment peut-on repenser cette gouvernance mondiale? Il faut revoir parce qu'aujourd'hui, les pays en voie de développement disent qu'on ne tient pas compte de nous. Voyez-vous, nous, les pays africains, par exemple, nous constituons, je vais dire, ce qu'on appelle la 5e roue de la charrette. Ça veut dire qu'on n'est pas compté. Et donc, nous sommes des variables d'ajustement. Quand on a besoin, par exemple, d'avoir la voix des Africains à l'ONU, c'est là qu'on fait appel à ces pays-là. Donc, les pays en voie de développement, surtout les pays émergents, disent aujourd'hui, nous aussi, on compte. Là, le Brésil, par exemple, est devenu la 6e puissance mondiale. Donc, le Brésil dit, vous ne pouvez pas m'exclure quand même des décisions au niveau mondial. Il faut que je fasse partie. Je compte, donc vous n'allez pas décider à ma place. Il faut que j'ai un mot à dire. Il faut que j'ai un mot à dire, Naomi. Si, Naomi, vous êtes actionnaire dans une société et que vous avez beaucoup de sous, il va falloir, on ne peut pas décider sans vous. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait un peu de démocratie, à dire savoir qui va être le pays leader. Et là, c'est là la question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est très difficile d'avoir un gouvernement mondial parce qu'il va falloir avoir un pays leader et avoir un pays follower, comme on dit, un pays suiveur. Et non seulement il faut avoir un pays follower, il faut que le follower ait les mêmes intérêts que le pays leader. C'est-à-dire, si vous êtes leader et que moi je vous suis, il faut que vous et moi nous ayons les mêmes intérêts. Auquel cas, on ne peut pas s'entendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il va falloir que les pays riches, en tout cas, fassent un effort pour inclure les pays pauvres au niveau de la prise de décision. Mais en dehors des pays pauvres, on doit aussi parler de la société civile. Effectivement, il y a la société civile aujourd'hui parce que, voyez-vous, au niveau du bien public international, toujours au niveau de la fourniture, lorsque aujourd'hui on voit par exemple ce qu'on appelle les normes ISO. Les normes ISO, ce n'est pas les pays, je vais dire, pas les États-Unis qui les mettent en place, non. Ce sont des ONG. Par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui au niveau de l'humanitaire, puisque c'est un bien public international, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Il faut faire en sorte que dans le monde entier, chacun mange à sa faim. Si vous n'êtes pas bien portant, Naomi, vous ne pouvez pas aujourd'hui participer à l'économie mondiale. Or, au niveau de l'alimentaire, par exemple, on a vu qu'il y a des ONG. Naomi, par exemple, peut supposer que j'ai un peu de sous. Et donc, la main sur le cœur, je veux mettre un peu de mon argent dans une fondation pour pouvoir donner un peu de quoi manger aux pauvres. Donc, il y a aujourd'hui des bonnes volontés privées qui jouent ce rôle-là. Donc, aujourd'hui, il faut les inclure aujourd'hui dans la gouvernance mondiale. Il ne faut pas les mettre sur le banc des accusés ou sur le banc des touches. Il faut les inclure. Donc, ces ONG-là ont leur mot à dire, en tout cas au niveau de la gouvernance mondiale. En parlant de gouvernance mondiale avec vous, docteur Prao, on se dit tout de suite que la puissance économique ou les valeurs financières qu'on a comptent énormément. Et on se demande si on peut associer la démocratie à la gouvernance mondiale. Effectivement, il faut associer la démocratie, comme on disait tantôt. Les pays africains disent, nous, Naomi, regardez, et quand vous prenez les 5 pays qui sont les permanents au Conseil de sécurité, aucun pays africain, par exemple. Donc là encore, il va falloir que ça soit un peu démocratique. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le règne du droit, c'est le règne du grand nombre. Maintenant, si vous êtes 5 et vous décidez pour des milliards de personnes, ce n'est pas démocratique, c'est un peu dictatorial. Donc, il va falloir un peu de démocratie au niveau de la gouvernance. Et, effectivement, vous avez dit vrai, l'argent aussi compte, le poids économique. Aujourd'hui, si le Brésil, comme on le dit, aujourd'hui on dit, le Brésil compte, il va falloir inclure le Brésil dans les décisions économiques. Ah ben oui, parce que c'est la 6e puissance mondiale.
Donc vous ne pouvez pas feindre, enfin, ne pas reconnaître la puissance du Brésil. Donc ça compte beaucoup. Et vous me permettez de parler aussi de notre continent, l'Afrique, parce qu'effectivement, les intellectuels africains râlent beaucoup, les économistes. Oui, mais bon, nous ne sommes pas représentés au FMI, nous ne sommes pas représentés à la Banque mondiale, nous ne sommes pas représentés ça. Mais reconnaissons ici que et là. nous sommes faibles économiquement Et voilà, et donc, on n'arrive pas, en tout cas, les Africains n'arrivent pas à trouver leur place dans la gouvernance mondiale. Effectivement, nous sommes le continent où on parle toujours des droits de l'homme, il y a un déficit démocratique, l'Afrique est instable et l'Afrique est toujours assistée. Naomi, vous ne pouvez pas tendre la main et vouloir décider. Si nous voulons décider, il va falloir qu'on refuse, n'est-ce pas, de tendre la main. Il va falloir bien gérer nos économies pour ne pas des économies endettées, structurellement endettées. Et quand nous aurons une bonne image, comme le Brésil, aujourd'hui, quand on parle du Brésil, le Brésil donne des grands joueurs, le Brésil devient une économie florissante, le Brésil, au niveau de l'agriculture, c'est une puissance. N'oubliez pas que JPP, par exemple, la plus grande entreprise, par exemple, au niveau de la viande, elle est brésilienne. Donc voilà, il va falloir que vous pesiez au niveau même du rayonnement, je veux dire, politique et économique, avant de pouvoir espérer, participer, n'est-ce pas, en tout cas à ce banquet-là, où on décide pour le monde entier. Rappelons que nous participons à hauteur de 2% au niveau du commerce international, je dis bien 2%. C'est très faible pour un pays qui veut vraiment participer. Et si nous voulons effectivement participer, il va falloir, aujourd'hui, c'est un leurre, franchement, il faut dire la vérité, d'avoir un gouvernement mondial. C'est un concept qui est sympathique, qui est vraiment exotique, mais il n'est pas opérationnel. Donc aujourd'hui, de plus en plus, nous migrons vers ce qu'on appelle la gouvernance régionale. Et c'est une porte vraiment largement ouverte pour les pays africains que nous sommes. C'est-à-dire qu'on peut s'unir au niveau régional, par exemple, faire en sorte que le commerce inter- et intra-régional vraiment s'accroisse déjà. C'est-à-dire si au niveau de la CEDEAO, au niveau, par exemple, des regroupements, nous sommes déjà forts, nous pouvons déjà compter déjà. Regardez, quand vous prenez par exemple l'Union africaine, regardez à côté de nous, au Mali, les Français sont venus pour venir nous aider à juguler le fondamentalisme. Parce que seul, on n'allait pas y arriver. On n'allait pas y arriver. On palabre encore. Ah, vous nous avez promis l'argent, mais on n'a pas l'argent pour payer les armes. Voyez-vous, si vous ne pouvez même pas vous protéger, attends, vous ne payez pas économiquement non plus. Donc, voilà des petits bobos, n'est-ce pas, entre guillemets, que les Africains doivent régler avant d'espérer peser sur l'économie. C'est très fondamental. En mode de conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir concernant la gouvernance mondiale? Ce qu'on doit retenir, en tout cas, à nos étudiants, Paul-Henri surtout, qui nous a suggéré ce sujet, nous n'avons pas la prétention d'épuiser le sujet sur ce plateau. Ce que Paul-Henri et puis les téléspectateurs doivent retenir, c'est que la gouvernance mondiale aujourd'hui, c'est un thème sympathique, très sympathique, mais il n'est pas encore opérationnel. Parce qu'il n'y a pas de pays leaders. Les États-Unis même refusent de prendre le peloton des têtes au niveau de la gouvernance mondiale. Voilà, parce que les sujets débattus, parfois, eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas là-dedans. C'est ça. Et puis les pays suiveurs, eux aussi, les followers, ne se retrouvent pas aussi dans les intérêts aussi du pays suiveur. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, nous migrons vers ce qu'on appelle la mondialisation régionale. Ça veut dire, vous allez voir, l'Union européenne qui cherche vraiment à consolider ses acquis. Au niveau des pays américains aussi, il y a l'ALENA. Au niveau des pays asiatiques, il y a ce qu'on appelle l'APEC. Ce sont des regroupements comme la CEDEAO. Et au niveau de l'Union africaine, il va falloir, comme a dit le président Yahi Boni, il va falloir que nous redoublions d'efforts pour que nous soyons forts. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Union africaine est financée quasiment encore par l'Union européenne. Donc, vous ne pouvez pas vivre sous couvert et en même temps vouloir participer à la prise de décision mondiale. En vous présentant tout à l'heure, Dr Prao, j'ai dit professeur. C'est ça. Et je pense que je ne me suis pas trompée dans la mesure où on apprend toujours avec vous. Et c'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Sinon, oui, c'est Dr Prao, mais ça nous plaît comme ça de dire professeur parce que vous êtes le professeur, nous les élèves, on apprend beaucoup avec vous. Merci d'être venu. J'apprends aussi à vos côtés. Merci d'être venu nous parler de la gouvernance mondiale. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Vous savez qu'on parle de la semaine ou bien la journée de la francophonie. La langue française et les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures portées par la francophonie sont célébrées partout dans le monde le 20 mars. La journée internationale de la francophonie. La date du 20 mars a été retenue en commémoration de la signature en 1970 à Niamey, c'est au Niger, du traité portant création de l'Agence de coopération culturelle
et technique, entendez par la ACCT, et aujourd'hui on parle de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc en cette semaine de la francophonie, que pouvez-vous dire à tous les francophones qui nous suivent? C'est leur souhaiter vraiment paix déjà et développement, parce qu'effectivement l'OIF c'est une bonne organisation, mais en même temps c'est vrai que bon, vous trouverez que j'ai un son un peu discordant, mais c'est vrai que c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, vous dites que nous avons signé le traité en 1970 à Niamey. À Niamey. Moi, je souhaite que la francophonie aussi soit vraiment diversifiée. C'est-à-dire que quand on fasse la promotion aussi, nous aussi, de nos langues. Voyez-vous, c'est vrai que moi, je suis très content de m'exprimer en français, mais il va falloir, parce que les scientifiques ont démontré, par exemple, lorsque vous apprenez quelqu'un dans sa langue, il apprend plus vite que dans une langue étrangère. Alors, c'est vrai, moi, je ne suis pas trop friand de la politique de la francophonie, je vous dis sincèrement. Ben oui. Même si c'est la langue officielle et que c'est cette langue-là qui nous permet nous parlons déjà de le ne plus français, avoir Naomi. de barrières. On parlait de gouvernance mondiale. Oui, mondiale. Donc dans le monde entier. La langue la plus parlée au monde, c'est l'anglais. Donc si vous voulez effectivement que nous participions à l'économie mondiale, il me semble, n'est-ce pas, qu'on emprunte le chemin de la langue la plus parlée au niveau mondial. Je ne dis pas son nom. Donc, et puis bon, je ne trouve pas bien séant qu'on dise par exemple ministère de la Culture et de la Francophonie. Je souhaiterais par exemple qu'on dise ministère de la Culture et de la Infonie, du Baoulophonie, du Bétéphonie, du Goulaphonie. Ça, c'est Dr Prao tout craché. Franchement, je vous dis sincèrement, je parle déjà le français. Cela m'a été imposé, n'est-ce pas, par la colonisation, et ça me suffit. Donc on n'en fait pas plus. Hein. On n'en fait pas plus, pour moi. Mais il est important aussi d'apprendre à bien parler le français. Oui, il est très important. Pour échanger, effectivement. Même si nous reconnaissons aujourd'hui que dans notre pays, on prend plaisir à parler le nouchi. Voilà. Par exemple. Voilà. C'est typiquement ivoirien, c'est intéressant. Oui, bon, c'est intéressant, mais on ne peut pas utiliser le nouchi pour faire... pour présenter nos dossiers, pour présenter des cours, voilà. Même si nous devons aussi apprendre à bien parler nos langues. C'est ça. Aniphonie. L'aniphonie, voilà, baoulophonie, bétéphonie, goulaphonie, tout ça. Je souhaiterais qu'on fasse la publicité de tout cela aussi, à côté, n'est-ce pas, de la francophonie. De la francophonie. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça marche. Pour que nous participions, n'est-ce pas, à la mondialisation culturelle, comme on l'appelle. Parce que bon, bien là, sûr. on participe, on fait la publicité d'un autre pays et nous-mêmes. Vous allez être étonné que, bon, effectivement, on appelle ça les effets pervers de la mondialisation culturelle. Ça peut arriver. Merci, docteur Prao. On se retrouve lundi prochain. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Parlons du prix Ivoire pour la littérature africaine. C'est un prix qui permet l'expression francophone et c'est l'édition 2013 qui est ouverte du 13 mars au 31 juillet 2013. Ce prix a pour but de favoriser, d'encourager la création et l'expression littéraire en Afrique. C'est un reportage de Philomène Draman. C'est parti. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone édition 2013 est ouvert. Peuvent y participer les écrivains africains et les éditeurs installés sur le continent ou non. Leurs œuvres publiées ou traduites en français relèvent de la littérature africaine. Ce prix a pour but de promouvoir la littérature. On veut mettre en lumière la littérature, les auteurs africains qui écrivent très bien, et puis on veut tout simplement créer une saine émulation au niveau de la jeunesse. Il n'y a pas de possible développement sans éducation, sans livres, sans culture. La responsable de l'édition, Marie-Agathe Amouakon, a souligné sa détermination à accompagner l'association Aquaba Culture. C'est une initiative très louable, d'autant plus que le prix en très peu d'années a vraiment pu acquérir ses lettres de noblesse. Il est devenu un prix international connu. Nous encourageons véritablement la tenue de ce prix et nous, en tant que sponsors, donc, nous l'accompagnons depuis la première édition et nous continuerons à le faire pour les éditions à venir. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Henri Nkumo, et les autres responsables des structures ont salué l'initiative. Pour connaître le niveau de culture des jeunes, une série de questions sur la littérature africaine fut ouverte. C'était l'occasion pour récompenser ces jeunes avec des œuvres littéraires.
Après cet instant magique, cap est mis sur la poésie. Je peux fixer sur cette ville que je prophétise paix. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon cœur la trempe de l'épée. Curieux d'apprendre, les élèves affichent leur joie. C'est une très bonne initiative pour inciter surtout les jeunes à aimer la lecture. J'espère que ça va se répéter dans les prochaines années à venir. Car le savoir se trouve dans la lecture. La lecture, c'est une bonne chose parce qu'à chaque fois qu'on lit, on apprend toujours de nouvelles choses. On apprend une morale, on retient quelque chose de ça pour l'éducation. Ça nous éduque, la lecture nous éduque. Créé en 2008 par l'association de droit ivoirien Aquabaculture, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est destiné à récompenser chaque année un auteur africain pour l'une de ses œuvres. Après cet élément, retrouvons Serge Dakory, notre consultant pour la rubrique sportive tous les lundis sur Matin Bonheur. Serge Dakory, bonjour. Bonjour Naomi. Parlons football tout de suite avec vous. 16e de finale aller de la Ligue des champions africaine. Ben écoutez, les équipes ivoiriennes étaient engagées en Ligue des champions africaine, le premier et le deuxième de l'année dernière. Le champion en titre, le COE de San Pedro, s'est imposé samedi au stade Champrou de Marcory en battant l'équipe de Al Hilal du Soudan par 4-1. Il faut noter que le COE justifie bien entendu son statut de leader actuel du championnat. Il est champion en titre l'année dernière et l'équipe des jeunes Diomandé, amenée par leur buteur maison Zougoula Kevin, ont étrié Al Hilal du Soudan. C'est une sacrée performance pour la simple et bonne raison que cette équipe d'Al Hilal du Soudan et El Merreikh sont deux équipes habituées aux joutes africaines. Al Hilal du Soudan, il y a 2 ans, a éliminé l'Africa à ce stade de la compétition et c'est une grosse équipe. Et donc, c'est une sacrée performance pour Eugène Diomandé et ses poulains. Il justifie bien entendu l'embellie de ce club qui, il y a 2 semaines, a battu la SEC en championnat. Et donc, c'est une belle performance pour l'équipe du COE qui est bien partie pour se qualifier pour les 8e. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour la FAD de Djekano qui a perdu 1-0 contre le Coton Sport du Cameroun. Oui, effectivement, la FAD de Djekano fait l'apprentissage des joutes africaines. Cette jeune équipe qui est montée en Ligue 1 il y a à peine 6 ans et aujourd'hui, elle fait l'apprentissage des compétitions africaines. N'oublions pas de dire que le Coton Sport de Garoua est un adversaire de taille car il est sponsorisé par une équipe, par l'État et une grosse société cotonnière avec des installations dignes de ce nom. C'est une équipe qui est toujours habituée dans le dernier carré d'as de l'équipe des Ligues des Champions. Et donc la FAD, changement d'entraîneur avec un nouveau entraîneur, M. Sokoya, qui remplace Ambadé Yao. Il y a pas mal de joueurs quand même leaders qui sont partis, notamment le milieu de terrain de la FAD qui était là l'année dernière, Boblé Alain qui allait au Maroc. Et il y a eu beaucoup de mouvements au sein de cette équipe, changement d'entraîneur. Et là, 1-0. Mais il faut dire que rien n'est perdu. Au match retour, c'est possible que la FAD puisse réaliser un exploit à Garoua. Mais ce sera difficile car les Camerounais sont très habitués à cette compétition majeure de la CAF. Et parlons de la CAF, toujours avec la SEC qui s'impose bien. Ben, c'est l'expression coutumière. La SEC, c'est voyager. Et oui, la SEC d'Abidjan, Mimosa, est quand même une équipe majeure du championnat de Côte d'Ivoire. La SEC est quand même habituée aux coupes africaines. C'est vrai que depuis longtemps, on ne voit plus la SEC dans le dernier carré d'as jouant le championnat de la Ligue des Champions avec ces matchs télévisés que vous voyez. Mais la SEC a pu s'imposer avec 16 joueurs amenés par Traoré Siakadi, Gigi Awaga. Et 2 buts, je crois savoir, de Zagbayou Hugues ont eu raison de cette sympathique équipe du Rail du Kadiogo. Et donc la SEC nous a permis quand même d'avoir un très bon résultat à l'extérieur. C'est sûr qu'au match retour, logiquement, la SEC devrait franchir le cap de cette équipe burkinabé. Parlons à présent de la Champions League européenne et on parle du tirage au sort qui va se tenir à Nyon et c'est en Suisse. Ben effectivement, le tirage au sort a été effectué vendredi dernier à Nyon en Suisse dans la salle de l'auditorium de l'UEFA
pour tous ceux qui aiment la crème du football mondial. C'est fait depuis vendredi. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale vont s'affronter avec 4 matchs en aller et retour. On peut le noter déjà, le 2 avril prochain, le Paris Saint-Germain version qatarite avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Lucas et toute l'équipe renforcée cette année par QSI. Cette équipe va affronter le géant, le FC Barcelone de Lionel Messi, qui a réussi une performance foudroyante en laminant le Milan AC 4-0. Alors apparemment, c'est un combat déséquilibré face à cette équipe du Barcelone qui fait rêver plus d'un, avec le quadruple Ballon d'Or Lionel Messi, qui a gagné hier 3-1, qui marque 42 buts en 28 matchs de championnat. C'est un extraterrestre et Paris aura des difficultés. Le match aller, c'est au Parc des Princes le 2 avril. Et le match retour, c'est dans ce flamboyant joyau architectural que le Nou Camp. 92 000 socios qui supportent une équipe pendant 90 minutes. C'est infernal pour jouer contre Barcelone en ce moment. Alors, on disait qu'il allait se tenir, mais retenez, amis téléspectateurs, que le tirage au sort a déjà été effectué vendredi dernier. Et on a donc les différentes affiches. Il y aura Paris Saint-Germain contre FC Barcelone. Et on pourra aussi voir le Bayern Munich contre Juventus. Oui, effectivement, ça c'est un grand classique européen avec 2 grandes équipes qui ont marqué l'histoire du football européen. Je peux le dire, le Bayern de Munich, ce sont 2 équipes championnes depuis pratiquement un nombre important d'années. Le Bayern est leader dans le calcio italien, le Bayern est leader dans la Bundesliga et la Juventus, bien entendu, dans le calcio. Alors, n'oublions pas de dire que ces 2 équipes se sont rencontrés à plusieurs reprises, 6 fois. Il y a 3 victoires pour le Bayern, et 3 victoires pour la Juve, 2 victoires pour le Bayern et un match nul. Il faut dire que la dernière confrontation a vu la victoire de la Juve 4-1. C'est 2 grandes équipes qui caracolent dans leurs championnats respectifs et qui, visiblement, montrent que ce sont des affiches de rêve. Le Bayern a quand même plusieurs Ligues des Champions à son actif. La Juve, pareil, c'est une vieille dame, ce qu'on appelle en Italie Vecchia Signora. C'est une équipe qui a marqué l'histoire avec Michel Platini, qui est aujourd'hui président de l'UEFA, qui a gagné la Ligue des Champions. C'est un grand classique et c'est ce qu'il y a de plus beau en Europe après Barcelone, Real Madrid. Et puis le 9 avril, on parle de grandes retrouvailles entre Didier Drogba et son ancien entraîneur José Mourinho. Mais ça tombe à pic. Didier Drogba, qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, s'est exilé en Turquie. Il a fait que ce club a connu un bon médiatique avec une vente de maillots et de produits dérivés, ce qu'on appelle le merchandising, avec des produits qui vous permettent de renflouer les caisses. Didier Drogba qui permet 12 ans après à Galatasaray d'accéder en quart de finale. Et le tirage est tombé depuis vendredi par l'ex-vedette de Liverpool et de Real Madrid, Steve McManaman, celui qui a fait le tirage. Et malheureusement, Didier Drogba va retrouver José Mourinho, actuel entraîneur des Mérengues. Malheureusement. Ben écoutez, il faut dire que... Parce que son entraîneur, c'est comment il évolue. C'est un peu un je t'aime moi non plus. Car Didier Drogba a été très chuchoté et aimé par José Mourinho, qui a fait de lui une star mondiale. C'est José Mourinho qui a découvert, qui a amené Didier sur le plan européen en exigeant qu'il vienne à Chelsea et qui en a fait. Didier a quand même comme mentor José Mourinho, qui a toujours cru en lui et qui a dit que cet attaquant est de valeur mondiale. Et il a propulsé Didier, mais le hasard fait aujourd'hui des choses et il y aura des retrouvailles à Santiago Bernabéu, dans l'antre de Mourinho à Madrid. Didier Drogba vient maintenant avec Galatasaray, qui a recruté Schneider, Felipe Melo, Amin Atintop pour affronter le géant madrilène, où aussi il y a beaucoup de stars au mètre carré comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ingel Di Maria et j'en passe. C'est une rencontre qui promet en tout cas. Mais oui, ce sont une affiche de rêve pour tous ceux qui aiment le football européen, ce qu'il y a de mieux, où vous avez des sensations fortes et vous voyez des équipes qui montrent que le football est quand même avant tout un spectacle. Parce que là-bas, bien entendu, les familles y vont, papa, maman, enfant. On va regarder un match de football comme si on allait au théâtre. Et les 22 acteurs sur ce rectangle vert vous produisent un spectacle de qualité.
Et ce même 9 avril, on aura droit à une rencontre entre Malaga et Borussia. Oui, Borussia Dortmund, c'est le champion en titre de l'Allemagne. Et cette équipe a montré de très belles choses dans cette Ligue des Champions. Elle a même battu le Real de Madrid. C'est une équipe qui joue un va-tout avec 2 attaquants et 2 milieux de terrain de grande valeur. Franz Beckenbauer dit que ce sont eux qui seront les remplaçants de Xavi et Iniesta. Mario Götze et l'autre milieu de terrain qui ont montré de très belles choses avec Robert Lewandowski. C'est une équipe qui joue à 100 à l'heure pendant 90 minutes. Et Manchester City sait de quoi on parle, car c'est une équipe qui a déroulé l'équipe de Yaya Touré à City. Et c'est un spectacle en perspective. Malaga, c'est peut-être le petit Cendrillon de cette Ligue des Champions, car ce n'est pas une grosse équipe de football, mais le courage, l'abnégation de certains joueurs espagnols et argentins de l'équipe ont permis à cette petite ville portuaire, rachetée aussi par des Émiratis, de pouvoir accéder en Ligue des Champions. N'oublions pas de dire que cette Ligue des Champions rapporte énormément d'argent et déjà pour accéder au quart de finale, on est autour pour chaque équipe de 10 millions d'euros. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure que vous avancez, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans la cagnotte. Et donc la finale est prévue pour le mois de mai à Wembley, en Angleterre, et on saura qui des 8 équipes pourra succéder aux Blues de Chelsea. Car l'année dernière, n'oublions pas que c'était les Blues de Chelsea, avec un super Didier Drogba à l'Arena Stadium de Munich, qui ont remporté et soulevé cette coupe aux grandes oreilles. Donc le tirage au sort est lancé. Pendant tout le mois d'avril jusqu'au mois de mai, on aura des rencontres palpitantes et on verra qui succédera à Chelsea. Merci beaucoup Serge Dacoury. Avec vous, disons merci à nos amis, à nos confrères de RTI Sport. Aujourd'hui, les images n'ont pas été disponibles, mais nous sommes sûrs que la semaine prochaine, nous ferons mieux. Et vous pourrez voir ce magazine RTI Sport aujourd'hui même, après le journal de 20h. Serge Dacoury, c'est la semaine de la francophonie. Un mot. Ben écoutez, c'est la semaine de la francophonie. Vous savez, la culture est ce qu'il y a. C'est quelque chose de très important. J'espère que cette francophonie nous permettra, au niveau de l'espace francophone, d'Abidjan jusqu'à Ho Chi Minh en Vietnam, où on parle français, jusqu'à Madagascar. J'espère que cet espace francophone, on peut aussi le transformer en espace économique pour qu'il y ait des échanges importants. Car pour nos pays, disons, sous-développés, nous en avons énormément besoin pour développer certains aspects. Au-delà de la langue, au-delà de la culture, il faut des échanges économiques qui permettent un tant soit peu à certaines nations dites défavorisées de pouvoir franchir un pas. C'est très important. Merci Serge Dacoury. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À bientôt. Amis téléspectateurs, avant de recevoir Madame Cla Etienne Hortense, conseillère formateur en emploi des métiers innovants, je vous invite à regarder ce que Orokia Sissoko nous propose. On se retrouve dans quelques instants. Oui, mon chou. Je veux à ton épouse. Pardon? Tu as bien entendu. Mérode, tu sais très bien que j'ai une femme, non? Ah, je sais bien. Et alors? Mais moi, je veux à ton épouse devant le maire. Très joli même, ça c'est très joli. C'est joli. Mais moi, tu donnes 3 ça là. Moi, tu veux marier toi, tu te dis une 3e fois. Moi, tu donnes ça là, c'est très joli. Quoi? Et mon mari? Ah. Papa, Nzoukaïo, on dirait que tu es fâché. Je ne suis pas fâché. Donc, je suis fatigué. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est fâché. Tu sais au moins faire la différence, non? Voilà. Coup de force conjugale, votre série à voir tous les dimanches à 20h50 sur RTI 1. Diego, nous ne savons pas où vivent les ours à lunettes. Nous allons le découvrir. Qu'est-ce qui tient dans la poche et qui sait tout sur nos amis les animaux? La console de poche. Regardons vite sur ma console de poche dans quelle partie de la forêt vivent les ours à lunettes. Les singes! The monkeys! Ces gros nigauds ne ratent jamais une occasion de faire des bêtises. Pour arrêter les frères Bobo, crie 1, 2, 3, statue! Oups! Désolé! Go Diego, votre dessin animé à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Raphaël me plaît et beaucoup. Tu vis dans le luxe, tu es habitué, mais mon frère non. Oublie Raphaël et Renata ou nous allons tous en souffrir.
Laura est en fait un diamant brut, tu sais, Pilar. Mais je compte bien la polir afin qu'elle fasse un magnifique mariage. Monsieur Heriberto veut te parler immédiatement. Alors, tu es son coursier maintenant, hein? Psst. Eh bien, sache que je suis son homme de confiance et son ami. Maman, comme tu me manques. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché sur RTI 1 du lundi au vendredi à 8h. Je suis fatiguée de subir ce harcèlement. Très bien. Chioma, tu sais que je t'aime. Dis quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. En mars, RTI 1 vous offre tout le cinéma africain. Je savais que cette gentillesse ne serait pas gratuite. Qu'est-ce qui vous a empêché de me le dire depuis tout ce temps? Immergé au cœur de Nollywood, chaque mercredi soir, après le journal télévisé de 20h, retrouvez votre nouveau rendez-vous, Les Instants Nollywood, et vivez toute l'émotion des meilleurs films nigérians. Comment oses-tu t'adresser à moi de cette manière? Tu ne veux pas m'en parler, visiblement. Mais je veux que tu saches que je suis... À l'affiche ce mois, on ne choisit pas sa famille. Mamouche, mensonges et conséquences. J'ai menti. Tu as menti. Je ne vois plus rien. Maintenant, fais demi-tour. Sors d'ici tout de suite. Des rendez-vous à ne pas manquer sur RTI 1. Tu es toujours une petite fille, ma puce. Maman, arrête. Je suis plus une petite fille. Je vais être en Miss Californie. Oui, d'accord. On peut en discuter ce soir. Non, maman, je sais ce que je veux. Je vais être en Miss Californie. Très bien, on va y réfléchir et ensuite, on en reparlera ce soir. Parenthood. Un enfant, vous les aimez pas, vous vous souvenez? Attendez, quoi, vous avez l'air bouleversé. Je suis bouleversée. Ma fille est avec une amie soi-disant parfaite qui a tellement bu qu'elle peut plus conduire et je dois aller les chercher dans une soirée de l'autre côté de la baie. Bon, je vous emmène, on prend ma voiture. Tu te souviens? On a déjà parlé de ça. C'est mal de juger les gens sur leur apparence, d'accord? Et tu sais sur quoi on est jugé dans les concours de beauté? Le talent, le maillot de bain et l'interview. Parenthood, dimanche à 22h. Je ne sais pas si je dois avancer ou plutôt reculer. Non, attends, Bettina. Les cartes ne diront pas ce que tu dois ou ne dois pas faire. Encore moins s'agissant d'une affaire délicate comme celle-ci, si tu vas ou non être infidèle. Alors, comment peux-tu te marier avec un type si tu ne l'aimes pas? Sauvé par l'amour. Comment peux-tu te marier avec un homme si tu en aimes un autre? Pourquoi est-ce que tu prends des photos ici, je peux savoir? Tranquille, mec, tranquille. Je prends des photos parce que je suis photographe. Il s'est passé quelque chose de très important. Eh bien, parle, qu'y a-t-il? C'est Georges. Il va entamer une procédure auprès du Conseil de l'Ordre des médecins contre Miguel. Quoi? Sauvé par l'amour. À voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Swanny, je ne les retrouve pas. On a dû finir la boîte. Ginny, ils étaient bien rangés là. C'est belle-mère qui les mettait ici. Swag. Écoutez-moi très attentivement, on ne contrôle pas le destin. Il faut oublier le passé. On doit vivre le présent et recommencer tout à zéro. Swag, du lundi au vendredi à 8h30 sur RTI 1. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai d'autres chemins qui s'offrent à moi. Des projets que je dois faire évoluer et fructifier. Alors félicitations, Juan Antonio. Écoutez, Milton, vous êtes la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. Un palace pour deux. Franchement, je crois qu'en ce qui concerne l'absurdité, cette femme me bat à plat de couture. Enfin, les mensonges en plus. En tout cas, comment avez-vous pu vous marier avec cette femme? Parce que franchement, moi, j'en sais rien. À présent, je me demande pourquoi je l'ai épousée. Plus j'aimerais en finir avec cette histoire. Un palace pour deux, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 14h sur RTI 1.
Madame Klein-Etienne nous a rejoint sur notre plateau et depuis quelques semaines, nous parlons de conciergerie. Bonjour Madame Klein-Etienne. Bonjour Naomi. Vous êtes conférencière, formateur en emploi des métiers innovants. Disons que la conciergerie est un métier aussi innovant. Bien sûr. On a parlé de conciergerie personnelle, conciergerie d'entreprise et aujourd'hui, on va faire un peu le point de tout ce qu'on a dit pour que ce soit un peu clair dans notre esprit. Alors, merci Naomi. Ce matin, je parlerai de la conciergerie pour dire que c'est un facilitateur. Une conciergerie, c'est un facilitateur pour permettre aux différents membres, aux personnes d'avoir une qualité de vie, de pouvoir vaquer à leurs occupations sans être stressé, l'absentéisme au niveau du travail, et ainsi de suite. Alors, si je prendrais la conciergerie d'entreprise, avant de parler de la conciergerie, je prendrais de la conciergerie au niveau des résidences, comme on le sait d'habitude. Donc, c'est quelqu'un qui va garer votre résidence, entretenir et tout. Et nous allons après aller sur la conciergerie pour les particuliers. Donc, madame qui est dans le métier libéral, qui souhaiterait avoir quelqu'un, concierge, une assistante pour s'occuper de lui, pour s'occuper d'elle, pour ses occupations, résoudre tous les petits problèmes et tout, pour qu'elle puisse vraiment, comme je dis toujours, pour pouvoir vaquer à ses occupations. Nous avons parlé aussi de la conciergerie d'entreprise. Donc, c'est un responsable d'entreprise, un chef d'entreprise qui mettra au sein de son entreprise une structure, une conciergerie, une société, une conciergerie, pour pouvoir installer cette conciergerie dans son entreprise pour le bien de ses collaborateurs et de ses salariés. Alors, maintenant, les salariés, au niveau du personnel de l'entreprise, de la conciergerie d'entreprise, cette personne va demander, va faire toujours un abonnement parce que dans la conciergerie, il y a des abonnements, ce ne sont pas des membres en ce niveau-là. Ces abonnements vont permettre à chaque membre, à chaque collaborateur de ce salarié de cette entreprise-là, selon des tarifs qui sont faits sur mesure. Donc, ces tarifs, l'abonnement va permettre, n'est-ce pas, de payer certaines prestations, de pouvoir faire certaines prestations. Alors, je dirais comment? Je m'explique rapidement. Naomi elle travaille et elle va, par exemple, pour le pressing, pour peut-être régler le problème d'assurance, et ainsi de suite. Toutes ces tâches-là vont être dédiées à cette entreprise qui va être au sein de l'entreprise X, d'accord, pour permettre, n'est-ce pas, à Naomi de pouvoir, pour ne pas qu'elle s'absente, pour ne pas qu'elle soit stressée. Mais il faut savoir aussi dans la conciergerie, dans les sociétés, en pays anglo-saxon, il n'y a pas de comité d'entreprise. Donc, au niveau de l'Europe, sur la France particulièrement, il y a certaines structures, il y a toutes les structures aujourd'hui qui, bien sûr, ce n'est pas encore assez en fait, il y a des structures aujourd'hui qui ont des concierges d'entreprise dans leur structure pour éviter que les employés s'absentent, pour permettre aujourd'hui aux responsables de chouchouter les collaborateurs qui travaillent bien, pour retenir toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, ces cadres-là dans ces entreprises. Parce que vous savez bien que si quelqu'un a un problème au niveau de sa maison, bien sûr, il va s'absenter de la société pour aller résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est à ce niveau-là. Maintenant, je parlerai de la conciergerie de luxe. Le luxe, qu'est-ce que je dis? C'est une identité, en fait. Le luxe, je vais demander, par exemple, Naomi va me dire, par exemple, moi, je voulais avoir un hélicoptère, par exemple, parce que j'ai des amis qui sont arrivés. Parce qu'il faut savoir que le concierge, lui, son problème, c'est de résoudre les problèmes immédiats, urgents, où la personne n'arrive pas à trouver de solution. C'est vraiment le sésame, en fait. Donc, il va régler tout ça. Je voudrais, par exemple, 200 hôtesses, comme il y a des hôtesses, 200 hôtesses, mais qui soient bilingues, qui soient ceci, mais qui fait des tâches précises, avec cahier de charge qui est donné, et ainsi de suite, la personne va pouvoir le bâtir. Donc aujourd'hui, c'est important que la conciergerie soit mise en application en Côte d'Ivoire, parce que les gens sont stressés, avec déjà lorsque les gens sortent déjà du travail, de la maison, avec les embouteillages. Alors si vous devez régler certains problèmes qui sont urgents, et vous êtes dans l'embouteillage, à quel moment vous allez pouvoir le faire? Il faut confier ça à une conciergerie, une conciergerie, et sache que la conciergerie elle-même va prendre un assistant particulier qui va s'occuper de Naomi, qui va la bichonner et tout. Bien sûr, c'est pas pour toujours déranger le concierge, mais le concierge, il y a des heures, il y a des plages horaires. Ces plages horaires, nous avons le lundi au vendredi, il y a un tarif, et puis il y a 7 jours sur 7, et ainsi de suite. Et puis lorsque le concierge viendra rencontrer, par exemple, Naomi pour parler avec elle, la rencontrer pour discuter certains aspects, bien sûr, ça c'est une facturation. Mais il faut savoir que le concierge, lui, il n'est pas
il est intermédiaire en principe, c'est un peu cela, intermédiation. Il va gérer il va rencontrer peut-être un restaurant parce qu'il y a un truc VIP, donc il veut trouver cette situation-là. Le gars veut, il faut que je puisse trouver une situation. Le gars est mariage, il veut que ce soit dans, je sais pas moi, je prends un exemple, dans un zoo, il voulait que ce soit aménagé comme ça avec les singes et tout, il faut trouver une solution. Je crois que la dernière fois ici, on a parlé du crocodile. Bien sûr. Et tout. Il veut un décor, il faut qu'il y ait un crocodile et tout, parce qu'il a demandé cela. Il voudra faire tout ce qu'il pourra demander, bien sûr, dans la loi, bien sûr, il faut connaître aussi avec la loi, il ne faut pas dévier. Donc, c'est un peu tout cela qui est de la conciergerie. Et il y a des emplois créés là, dans ce sens-là que j'invite tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi de pouvoir se lancer dans la conciergerie, bien sûr, qui est un métier innovant, mais qui paye. Madame Cla, quand on parle de conciergerie tout de suite, on se dit que c'est réservé à une catégorie de personnes, comme on dit chez nous, qui ont les moyens, qui ont les moyens de leur politique. Mais là, vous parlez encore de conciergerie de luxe. Alors, la conciergerie de luxe, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que je veux, par exemple, une montre avec 50 diamants? Si je n'arrive pas à l'avoir sur place ici, je vais voir mon concierge parce qu'il me trouve ça, parce que je veux offrir ça à ma fiancée, à ma femme ou à ma maman et tout. Je souhaiterais avoir, par exemple, un dernier cri. Par exemple, là, peut-être il y a des sacs qui sont à la mode. Alors, je vais rapidement trouver cela parce que le temps que ça arrive ici et tout, je vais voir mon concierge qui va lui chercher cette là parce qu'il a un carnet d'adresse. Il faut savoir qu'une conciergerie, ça va un carnet d'adresse assez fourni au niveau international qui va gérer ça. Alors, vous voulez aller sur la Côte d'Azur aujourd'hui, Naomi, alors demandez au concierge de pouvoir le faire. Le concierge va chercher. Et il faut savoir aussi que le concierge va gérer tous ces aspects-là, mais va permettre aussi de pouvoir avoir une réduction et tout. Et ça permettra vraiment de vivre un rêve. Parce que les gens sont tellement stressés, les gens ont tellement de problèmes, ils ont besoin, n'est-ce pas, de pouvoir s'évader un tout petit peu. Vous voulez chouchouter, par exemple, la conciergerie de luxe, par exemple, il y a un gala privé fermé où je voulais exploiter un orchestre fermé dans un endroit précis. Alors, je vais demander à ce que cet orchestre-là se déplace, n'est-ce pas? C'est un concert parce que j'ai des moyens, alors je vais le faire. Alors, ce n'est pas donné seulement à une catégorie de personnes, il faut le savoir, parce que de la même manière, je pourrais avoir une voiture, comme je dis la dernière fois ici, dans toutes les maisons, on a un employé de maison, donc, quelle que soit la bourse, n'est-ce pas, on arrive à pouvoir gérer ça. Donc, il y a le même aussi pour le concierge. Si vous voulez, par exemple, aller réparer votre paire de chaussures, ce n'est pas une histoire de luxe. Voilà, vous voyez. Donc, le concierge va gérer ça au niveau de l'entreprise. Il va gérer le problème parce que la nounou avait un problème. Il va gérer parce que papa doit aller voir le médecin parce qu'on n'arrive pas à voir le médecin. Il va gérer les problèmes, des problèmes à résoudre, à gérer qui au quotidien. Voilà, du quotidien et pour permettre à la personne de pouvoir vraiment être relaxée. Est-ce qu'on fait une différence pour les prestations de services d'un concierge d'entreprise, concierge du personnel, concierge d'immeuble, concierge de luxe? Est-ce qu'il y a une différence concernant les prestations de services? Oui, bien sûr. Dans la conciergerie de résidence, par exemple, dans un immeuble, le concierge, lui, son rôle, c'est de gérer déjà l'espace qui lui est dédié, qui est logé, qui a une loge dans l'appartement, dans l'immeuble. On voit un peu tous ces buildings-là, qui a une loge, qui n'est pas un gardien. Il faut faire la différence. Le concierge, ce n'est pas un gardien, ce n'est pas son rôle de garder. Le gardien veille à la sécurité, le concierge veille au bien-être. Et bien-être, et lui, il va rentrer, il va aller dans la maison, il va voir ce qu'il y a un coulement d'eau et tout. Il va gérer tout l'espace, d'accord? Dans l'immeuble, il va entretenir l'immeuble. S'il y a une ampoule, s'il y a quelque chose qui est cassé, tout ça, il va gérer, il va prendre les factures. Il serait bien que lorsque j'ai ma facture qui arrive, lorsque j'enregistre, le concierge va, parce qu'il a pris un métier. Donc, il a une formation, il a un diplôme. Il va savoir que, par exemple, la facture de Naomi qui est arrivée, cette facture-là, elle est numéro tant, il va l'enregistrer parce qu'au cas où il y a un problème de perte, parce que lui, il fait de sorte que la personne vraiment n'ait pas de problème. On va savoir que dans l'immeuble, on a 50 personnes, on connaît le nom des différentes personnes et tout. S'il y a du bruit, lorsqu'il y a une manifestation, on va donner, il va valider, ça va être validé par son responsable parce que c'est la structure qui l'installe là et tout. Donc ça va partir. Maintenant, ce qui concerne le particulier, lorsque je parle alors nous avons les médecins, nous avons toutes ces personnes-là qui ont besoin, par exemple, qu'elles sont l'officine, la pharmacienne, qu'elles sont l'officine, elle ne peut pas se déplacer tout le temps parce qu'il faut qu'elle gère le quotidien. Mais si son enfant est malade, il doit aller voir le pédiatre et qu'elle n'arrive pas à joindre le pédiatre, il faut résoudre le problème rapidement, il faut trouver la personne qu'il faut pour aller le faire. Aller sortir son enfant de l'école parce que l'enfant, la personne qui vient d'habitude prendre l'enfant, il n'a pas pu le faire parce qu'elle a une réunion d'urgence au travail, il faut le faire. Elle a besoin d'aller prendre des affaires, bien sûr, au pressing, mais elle a d'autres problèmes parce que là, au même moment, à la santé, on lui demande de pouvoir se rendre à une réunion d'urgence. Alors, il faut qu'elle puisse peut-être essayer de se changer parce que peut-être la tenue qu'elle a portée n'était pas décente pour pouvoir aller à cette réunion. Et donc, il faut gérer tous ces aspects-là. Mais